Bonjour, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Entretien exclusif. Aujourd'hui, nous recevons M. Philippe Baumel, bonsoir, député à l'Assemblée nationale, membre de la Commission européenne et rapporteur de la mission d'information sur la stabilité et le développement en Afrique francophone. Voilà, tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'être venu à l'Assemblée nationale. Je suis très heureux de vous accueillir ici. Alors, je disais à notre introduction que vous êtes socialiste. Aujourd'hui, en 2015, c'est quoi être socialiste? Être socialiste, c'est avoir une vision de l'égalité dans la société. Actuellement, on débat beaucoup à l'Assemblée nationale de la réforme du collège. Et c'est exactement la volonté de faire en sorte que tous les enfants issus de la République aient accès partout sur le territoire national au savoir le plus utile pour leur devenir, pour leur carrière. Donc c'est la redéfinition des programmes qui nous préoccupent et c'est les moyens alloués à l'éducation nationale. C'est pour ça que depuis que les socialistes sont au pouvoir avec François Hollande, on recrée par exemple des milliers de postes d'enseignants chaque année pour renforcer l'éducation nationale. Très bien. D'ailleurs, à ce propos, nous sommes à la troisième année, donc à mi-mandat de François Hollande. Oui. Alors quel peut être le bilan que vous pouvez faire en tant que socialiste? C'est un peu le bilan de la moitié du chemin. C'est-à-dire qu'il y a des réformes qui ont été menées, des réformes heureuses qui étaient attendues, je crois, par les Français, parfois des réformes de société, parfois des réformes économiques, lorsqu'on a créé par exemple la Banque publique d'investissement, aujourd'hui qui finance la réactivation d'un certain nombre de capacités de crédit pour les entreprises françaises. Je pense que c'est utile. Mais en termes d'économie, on attend encore les résultats. Oui, mais il commence à venir. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui commencent à passer à l'orange, on va dire. Notamment, par exemple, l'investissement des entrepreneurs. Aujourd'hui, on a un retour vers un investissement un peu plus important. On n'a pas encore, malheureusement, le voyant de l'emploi qui passe au vert et qui est très important parce que, évidemment, c'est ça que ressentent les Français au cœur même de leur famille quand votre enfant ne trouve pas de travail ou votre parent ne trouve pas de travail, vous êtes dans l'inquiétude. Et sincèrement, ce quinquennat sera réussi ou pas si effectivement le chômage diminue. En gros, l'enjeu de ce quinquennat, c'est l'économie. Oui, absolument. C'est à la fois l'économie et l'emploi. Si l'économie redémarre, l'emploi évidemment redémarrera aussi. Alors nous avons été tous touchés par les événements de janvier dernier, bien sûr. Avec l'attaque de Charlie Hebdo et de l'hypermarché Karcher. Oui. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? À la fois beaucoup de compassion évidemment pour les victimes parce que c'était nos concitoyens, ce sont des journalistes souvent, c'est parfois aussi des concitoyens qui ont été assassinés en raison de leur appartenance à telle ou telle religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Oui. Et sincèrement que ces crimes soient commis sur le territoire français, dans une république qui n'est pas anodine, qui depuis plus de 200 ans a fait le choix justement de l'égalité de pensée et de relation à tous ceux qui ont des pensées différentes parfois. C'était particulièrement à la fois étrange, exceptionnel et cruel en quelque sorte. Et tous les Français l'ont ressenti au plus fort de leur chair et c'est pour ça qu'on a été très nombreux ensuite à réagir et à manifester dans les rues et à manifester surtout à notre attachement en faveur des valeurs de la République. Vous savez, celles qui sont inscrites sur toutes les mairies, liberté, égalité, fraternité. C'est ça qu'on a voulu tous dire ensemble. Et ça, c'est un peu des grands moments dans lesquels les Français savent se réunir au-delà des clivages politiques. Au-delà des Français, vous avez reçu le soutien de nombreux pays. Tout à fait. Beaucoup de chefs d'État étaient présents. Et on a été d'ailleurs, moi j'ai fait partie de ceux-là qui étaient très très sensibles à la venue d'un certain nombre de chefs d'État africains sur le territoire français dans ce grand élan de solidarité. C'est dans ces moments-là aussi, parce qu'on partage la même culture, qu'on partage la même langue, qu'on partage le même bain de valeurs en quelque sorte, et bien que se voir ensemble, en rang serré, les coudes serrés en quelque sorte, dans ce moment difficile, ça faisait chaud au cœur. Alors, depuis le début de l'année, nous remarquons une recrudescence de l'immigration porte de l'Europe, avec plus de 2 millions malheureusement, et c'est souvent des gens issus de l'Afrique francophone, notamment. Aujourd'hui, ne pensez-vous pas que l'Europe devrait changer de méthode en ce qui concerne l'immigration à cette porte? Oui, je crois qu'il faut regarder clairement les raisons d'abord de cette immigration et aussi les conséquences. Alors les raisons c'est quoi? C'est que très souvent les gens qu'on retrouve dans ces bateaux qui coulent parfois en Méditerranée malheureusement, ce sont des gens qui sont désespérés, tout simplement parce qu'ils ont dû quitter leur pays pour partir chercher un destin en Europe, fort loin de leur famille et de leur base. Donc il Mais à propos des destins, il y a une polémique aujourd'hui qui veut faire croire que tous ces, j'emploie le mot réfugiés, parce que parmi eux, il n'y a pas que des réfugiés économiques.
la plupart, c'est des réfugiés d'abord politiques, des gens qui C'est fuient un mélange. la guerre. C'est un mélange. Voilà. Ils fuient la guerre et ils fuient la misère. Alors, Voilà. comment gérer donc Eh bien, cela? la Voilà. réponse, c'est le développement. Moi, je crois beaucoup à ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a commis avec plusieurs collègues un rapport dont j'étais le rapporteur à l'Assemblée nationale sur cette question du développement. Parce qu'on croit, nous, beaucoup ici, que si on est en capacité d'aider les pays africains à se développer plus fort et plus vite, eh bien, on s'évitera, à nous, Européens, de vivre malheureusement ces drames que l'on vit aux frontières de l'Europe, parce que la Méditerranée, c'est la frontière de l'Europe, en vérité, vis-à-vis de l'Afrique. Et donc, il faut traiter les problématiques là où elles naissent, en vérité, et pas uniquement dans les bateaux que la marine française croise. Alors, ne pensez-vous quand même pas que l'Europe a sa part de responsabilité là-dessus? On prend juste des exemples simples. Un exemple simple, la plupart des immigrés aujourd'hui passent par la Libye. Alors, la Libye, qui est sous le mandat des Nations Unies, a été, entre guillemets, libérée de Muammar Kadhafi. Vous ne pensez pas qu'à un moment donné... Moi, je pense que surtout que la Libye est aujourd'hui en grand désordre. On a aujourd'hui deux gouvernements différents. On a en fait un territoire qui n'est pas géré. Géré par des milices. Et je pense qu'il y a une erreur considérable qui a été commise lorsqu'il y a eu une intervention militaire étrangère coordonnée par plusieurs pays occidentaux qui ont fait le choix à un moment donné de détrôner. Tout à fait. Mais je ne renie pas nos responsabilités là-dessus. Nous avons fait une erreur stratégique considérable de vouloir intervenir, certes, pour se débarrasser du colonel Kadhafi à ce moment-là, mais surtout sans imaginer comment traiter la suite du départ du pouvoir du colonel Kadhafi, parce que c'était ça la vraie problématique, et ça, on ne l'a pas géré. C'est du après-vente. D'une certaine façon, mais ça voulait dire qu'il fallait être présent jusqu'à l'organisation d'élections pour que véritablement une démocratie nouvelle se mette en place. Ça n'a pas été le cas. Les puissances occidentales, dont la France, une fois l'opération militaire réalisée, se sont désengagées et on vit une catastrophe, qui est une catastrophe pour la Libye, mais qui est aussi une catastrophe pour l'Europe. Alors il y a une autre responsabilité sincèrement aussi des Européens, c'est aujourd'hui quand même de faire face à ce besoin de solidarité qu'incarnent les migrants. Lorsque la Commission européenne, il y a quelques jours, a proposé un système de quotas aux pays européens pour accueillir un certain nombre d'immigrants, eh bien je pense qu'il faut savoir répondre favorablement à cette sollicitation au niveau européen. Parce que, et je le dis sincèrement, même parfois en rupture avec le gouvernement français d'aujourd'hui qui refuse cette logique-là. Les parlementaires sont libres de leur pensée, et donc parfois ils essaient de convaincre sur d'autres façons de faire. Est-ce que réellement les quotas, c'est la solution? Parce que écoutez, c'est une façon, surtout moi j'y vois l'intérêt de répondre de façon coordonnée au niveau européen, c'est-à-dire que tous les Européens ensemble adoptent la même règle pour répondre à une problématique qui se pose à tous. Parce que sinon, on voit bien ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est le pays le plus proche qui finalement est obligé de supporter quasiment seul tous les problèmes. Je parle de l'Italie. Donc il faut être solidaires ensemble. L'Europe, c'est une union de nations. Eh bien, il faut que cette unité s'incarne par des règles communes que l'on doit partager. C'est le mot quota qui attire le plus mon attention. Évidemment. Parce que la plupart des rapports montrent que l'Europe a besoin d'immigration. C'est vrai. Et c'est clair. Mais d'un autre côté, les politiques n'arrivent pas à le dire à leur peuple en France. Et oui, mais c'est pour ça qu'il faut de temps en temps conjuguer courage et politique. Alors, parce que pourquoi parler de quotas alors qu'on sait très bien que l'Europe a besoin d'immigration? Oui, c'est juste. Ouvrir les frontières. Est-ce que ce n'est pas simplement la solution? Mais vous connaissez le climat politique qui prévaut dans de nombreux pays d'Europe de l'Ouest notamment, et particulièrement en France, avec aujourd'hui des thématiques qui ressurgissent, qui sont des thématiques xénophobes, et qui sont des thématiques national. Tout à fait, qui sont des thématiques nationalistes, qui enferment trop, à mon avis, dans un débat national qui devrait être dépassé depuis bien longtemps. Il s'agit donc de courage politique. Puisqu'on connaît la solution, mais on n'est pas capable. Mais il faut savoir aussi l'adapter à la réalité du débat politique. C'est pour ça que les quotas ne sont pas la panacée, mais ça peut être une méthode pour avancer quand même dans une forme d'acceptation d'une immigration à la retrouvée et nécessaire. C'est pour ça que j'y suis favorable en vérité, parce que je suis d'accord avec tous ceux qui disent aujourd'hui qu'une bonne part du développement et de la résurgence démographique de l'Europe aussi passera par l'acceptation
donc, comme ça a toujours été le cas, parce que l'Europe n'est pas figée en termes de population depuis des millénaires, elle a toujours été au croisement de populations qui sont venues régulièrement en Europe, eh bien, il faut accepter cette logique-là, parce que c'est la logique de notre propre histoire. Parce que vous savez, pour chaque Français, il suffit de regarder dans son arbre généalogique, et très souvent, on s'aperçoit que la 3e ou la 4e génération, eh bien, on n'est pas pile poil des Gaulois. En gros, les quotas d'abord et on verra après. Absolument. Mais Voilà. c'est un premier pas. Je vous disiez tout à l'heure que vous étiez le rapporteur Oui. de la mission d'information sur la stabilité et le développement en Oui. Afrique. Alors, Oui. quel est concrètement le but de cette mission d'information? Le but, c'était à la fois d'y voir clair, c'est-à-dire de faire un bilan, de faire un constat, et dans un deuxième temps, après, de faire des propositions. On a ressenti à plusieurs parlementaires au sein de la Commission des affaires étrangères, à laquelle j'appartiens, la nécessité d'analyser très précisément comment fonctionnait la politique de développement de la France et ensuite, évidemment, comment on pouvait la rendre plus efficace. Oui. Voilà. En Afrique francophone? En Afrique francophone, uniquement. Parce que Uniquement. d'autres collègues, il y a quelques années, avaient travaillé sur l'Afrique anglophone. Donc on avait besoin, parce qu'on a un lien culturel très marqué, évidemment, avec les pays francophones, donc on avait besoin d'y voir clair sur cette relation de développement. Et aussi parce qu'on voyait bien aussi qu'apparaissaient de plus en plus des problématiques de sécurité. Et c'est pour ça que c'est à la fois les problématiques de développement, mais aussi les problématiques de stabilité qu'on a voulu analyser dans ce rapport. D'ailleurs, à propos de stabilité et de sécurité, vous soulignez dans votre rapport que aujourd'hui, un grand nombre de conflits est issu de l'héritage colonial de la France. Oui, oui. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, ça dépend des situations propres à chaque pays, parce que chaque pays, finalement, a vécu sa décolonisation et son indépendance de façon différente et parfois nuancée, parfois avec des troubles graves et parfois plus en douceur, en quelque sorte. Mais il y a des racines communes. On va prendre l'exemple du Cameroun. Si vous voulez, oui. Particulièrement. Alors, au niveau du Cameroun, quel est, entre guillemets, puisque là vous parlez plus du côté héritage négatif en termes de stabilité des États, pour le pays, le Cameroun? Alors, ce qu'on a analysé précisément, ça a été ce qu'a fait la France après la décolonisation dans un certain nombre de pays. En ce qui concerne le Cameroun, on a constaté que s'est mis en place très vite un pouvoir issu pour l'essentiel du nord du pays, qui ensuite a été renversé quelques années plus tard et a donné la place à d'autres responsables politiques. Et on a analysé ce qui s'était passé région par région, en fonction de l'aide qui avait pu être dépensée, l'aide française ou parfois l'aide bilatérale qui avait pu être dépensée région par région. Et à partir de là, on s'est aperçu qu'il y avait un véritable poids politique, en quelque sorte, de la gestion des crédits en fonction évidemment des pouvoirs en place et parfois aussi de la relation politique que la France avait nourrie avec tel ou tel chef d'État au fur et à mesure des années qui s'étaient écoulées. Et aussi des intérêts économiques français. Bien sûr, parce que tout ça va de pair, évidemment. Voilà. Et que, évidemment, quand il y a des entreprises françaises qui sont sur place, qui ont des nécessités de développement, eh bien, il y a des logiques qui se mettent en place. Mais ça se met en place pour la France comme pour d'autres pays. On vous a, par exemple, reproché de ne pas assez développer les pays francophones en Afrique. Alors, oui, ça a été dit parfois. Nous, on a considéré quand même la masse financière qui a été déversée depuis plusieurs décennies sur un certain nombre de pays africains. À plus de 50 ans d'indépendance. Oui, ce sont des milliards quand même d'euros considérables qui ont été quand même insufflés dans un certain nombre de pays. Alors la difficulté, c'est de savoir à quoi ils ont servi véritablement. Est-ce qu'ils ont servi à créer de la richesse localement? Est-ce qu'ils ont servi à créer de l'activité et de l'emploi? Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est ça, et c'est ces mécanismes qu'il faut analyser jusqu'au bout pour sortir malheureusement ou heureusement dans le futur des déviances qui ont été constatées. Votre rapport porte sur la stabilité et le développement en Afrique. Aujourd'hui, comment la France va-t-elle s'y prendre? En matière de stabilité, sincèrement, il faut que la France sorte d'une réaction aux crises. C'est de l'honneur de la France très souvent que de venir au secours d'un certain nombre de peuples lorsque des problématiques de sécurité se posent. On l'a vu au Mali, on l'a vu au Centrafrique. Moi, je ne nie pas la nécessité à ce moment-là d'intervention militaire. Mais il faut que ces interventions militaires soient très limitées dans le temps. Parce que sinon, évidemment, les populations sont en droit de se poser la question de savoir à quoi sert cette armée française qui reste omniprésente pendant de longs mois dans tel ou tel pays. Est-ce qu'en ce qui concerne cette petite parenthèse sur la sécurité, il n'est pas plutôt nécessaire de consolider, de former les armées de ces mêmes pays? Parce que, par exemple, au Mali,
on se rend compte que des insurgés venant du Nord Oui, oui. arrivent lourdement armés et en quelques semaines Oui, ont c'est vrai. pratiquement pris C'est vrai. le pouvoir. Mais Donc, là, il y a un double constat à faire que nous avons essayé de faire dans le rapport qui dit, premièrement, il y a une insuffisance de la formation des armées africaines. ça fait 50 ans quand même que la France... Ce qui veut dire aussi qu'il faut aider notamment l'Organisation de l'Unité africaine à former des armées d'intervention rapide, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que ça demande des moyens considérables, des moyens d'intervention rapide notamment, qui ne sont pas disponibles aujourd'hui dans les armées africaines. Et je pense qu'il y a une coopération spécifique, probablement initiée par la France et accompagnée par l'Union européenne, qui doit être menée aujourd'hui en coordination avec l'organisation de l'Union africaine. Parce qu'il faut aussi que ce soit une force d'intervention continentale. Mais rien ne suit. Je veux dire, la volonté politique des Africains est là. Je veux dire, Oui, ils prennent des gestes politiques, mais maintenant... La volonté de certains pays africains. Je ne peux pas dire que malheureusement cette volonté soit unanime sur le continent. Il y a des résistances. On voit aussi que certains pays ont la volonté de gérer eux-mêmes la capacité d'intervention dans certaines situations. Nous avons un exemple de bonne foi. C'est vrai, mais je ne nie pas la bonne foi du Voilà. Cameroun en la matière, hein, pas du tout. Je pense que même Et en là, la on ne parle matière, pas que du Cameroun, on parle des pays voisins et d'autres pays africains. Tout à fait. J'ai constaté aussi en étant en mission en Centrafrique aux côtés du ministre Fabius que lors du rétablissement de la sécurité, notamment à Bangui, nous avons pu le faire certes par la venue de l'armée française, mais qui a été immédiatement accompagné par des détachements militaires qui sont venus de RDC, qui sont venus du Cameroun, qui sont venus de plusieurs pays, qui ont accompagné soit militairement, soit financièrement le déploiement d'une force multinationale. C'est heureux, mais ça n'est pas suffisant malheureusement parce que souvent cette réaction est a posteriori. Elle intervient quand la crise s'est déjà déroulée. Donc il faut pour se prémunir être en capacité d'avoir une force d'intervention rapide qu'il faut constituer et qu'il faut savoir accompagner par de la formation et par du matériel spécifique. On est bien d'accord, une force afro-africaine. Absolument, absolument, qui peut être aidée, si les Africains le souhaitent, par un certain nombre de pays occidentaux, dont la France. C'est essentiel pour réagir aux crises et pour les anticiper en partie. C'est la réponse militaire. Mais il y a une deuxième réponse, qui est peut-être même d'ailleurs la première, qui doit être préalable, qui est une logique de développement nouvelle et appliquée en quelque sorte, qui ne raterait pas ses cibles, qui serait un développement efficace en quelque sorte. Développement économique. Économique, mais qui peut être évidemment ciblé sur quelques secteurs clés. Nous avons beaucoup étudié les secteurs de la santé, les secteurs de l'éducation, où nous avons malheureusement constaté que l'argent dépensé par la France ratait sa cible. Vous me permettez d'ouvrir une autre porte. Aujourd'hui, les partenaires de l'Afrique sont multipliés, notamment la Chine et la Russie. Alors, les Chinois aujourd'hui ne polémiquent pas, ne font pas de grands discours, peu de politique. Ils arrivent en Afrique et ils investissent dans les infrastructures, les écoles, les hôpitaux, c'est concret. Alors qu'est-ce que la France a à dire face aux Africains quand ils voient cela? Moi, je proposerais que l'on regarde de près les conséquences d'investissements de pays comme celui que vous citez. La Chine. Tout à fait. Écoutez, regardons de près. Est-ce que derrière ces investissements, il y a une logique de construction de filières économiques complètes? Lors de ma dernière visite à Douala, je suis allé visiter un très beau chantier porté par des entreprises françaises et financé totalement par la France, qui est la construction du pont sur le Wouri, avec la totalité des voiries qui sont afférentes, qui vont en partie désengorger cette très belle et grande ville qu'est Douala. Oui. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? La coopération française a exigé que derrière tout cela, on constitue une filière à la fois du bâtiment et de métallurgie, c'est-à-dire cimenterie et métallurgie, qui permettent d'installer des entreprises qui vont créer de l'emploi lié à ces secteurs-là. Je n'ai pas vu le même type de projet se développer par des partenaires comme les Chinois, qui ont d'autres pratiques, qui font venir leur personnel et qui en vérité profitent au maximum d'un circuit financier à leur profit. Je rappelle aussi que très souvent, les projets chinois sont préfinancés par eux-mêmes, ce qui fait que lorsque ces chantiers sont réalisés, ils pèsent durablement ensuite sur la dette des pays africains, ce qui n'est pas le cas avec les pays occidentaux, dont la France, qui eux, justement, ont d'autres capacités, souvent de dons et même d'annulation de la dette. Oui, mais aujourd'hui, compte tenu
de l'urgence au niveau des infrastructures et du développement économique, on peut se dire, bon, ils viennent installer... Moi, je conseillerais une grande prudence. Parce que, attention au miroir des alouettes, il faut faire attention aux grandes promesses que l'on fait et aux conséquences qu'elles ont. Certes, avoir un pont nouveau, c'est utile dans l'immédiat, mais regardez bien comment on le paye. Moi, j'ai un exemple concret, je ne dirai pas ici dans quel pays, mais vous savez, j'ai rencontré un chef d'État il n'y a pas si longtemps qui m'a dit « Regardez, vous êtes arrivé par l'aéroport, vous êtes arrivé vers mon palais, vous avez vu, nous avons une nouvelle autoroute. » J'ai dit « Oui, c'est formidable, une nouvelle autoroute à 2 fois 6 voies. » Il me dit « Oui, mais c'est un scandale total. Il y a des partenaires étrangers qui ont fait cette opération et qui nous ont dit qu'on ne payerait pas ces travaux-là. Simplement, on devait leur laisser, dans un certain nombre de mines de pierres précieuses, s'approvisionner pendant 2 ans. » Au bout du compte, on ne sait même pas combien on a payé cette opération. Donc, vous voyez, parfois les déraillements auxquels on assiste, avec des systèmes bizarroïdes qui font que finalement, les pays payent bien plus cher un certain nombre d'infrastructures que ce qui devrait être la réalité du coût réel de l'opération en question. En même temps, on peut vous répondre qu'après 50 ans de partenariat privilégié avec les pays francophones d'Afrique, ça n'a pas beaucoup avancé non plus. Mais nous n'avons pas, nous, de vision exclusive du partenariat. Nous ne sommes plus dans le paysage des années 60. La France n'a pas prétention à être le seul partenaire des pays africains, parce que d'abord, ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, heureusement, les Africains regardent vers la France, mais ils regardent aussi vers d'autres pays, que ce soit vers l'Allemagne, que ce soit vers les États-Unis ou d'autres partenaires encore, et c'est heureux. Il ne faut pas d'une relation exclusive, il faut au contraire une relation concurrentielle, parce que cette concurrence a des valeurs utiles et louables. Mais simplement aussi, il faut que les Français aient des propositions adaptées par rapport aux besoins des Africains, mais il faut aussi que les Africains regardent de très près les propositions qui leur sont faites et qui ne sont pas malheureusement toujours assises sur la plus grande sincérité. Aujourd'hui, on ne peut dissocier développement et économie. La France a un rôle à jouer. Oui. Alors, que peut-elle faire aujourd'hui pour aider les pays africains à avancer ? Ce qu'il faut très sincèrement, c'est qu'il faut que la France favorise la création de richesses dans les pays africains. Quand on regarde de près, par exemple, la croissance des pays africains, même si elle est forte aujourd'hui, quand on analyse cette croissance, elle est toujours essentiellement bâtie sur la vente de matières premières. C'est heureux, mais ça n'est pas suffisant pour assurer l'avenir. Pour assurer l'avenir d'un pays, il faut qu'il y ait des usines qui s'installent dans ces pays-là, qui soient capables d'employer des gens et de créer de la richesse. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez ciblé quelques secteurs ? Il y a des secteurs qui aujourd'hui commencent à venir spontanément vers l'Afrique. Regardez ce qui se passe en Afrique de l'Est. L'industrie textile aujourd'hui se déplace de l'Asie du Sud-Est vers l'Éthiopie, vers le Kenya. Sauf que généralement, c'est encore des produits qui revendent vers l'extérieur. Sauf que ces produits-là créent de l'emploi dans ces pays-là, créent aussi tout un marché local qui fait qu'il y a des salaires qui sont versés, il y a des gens qui ont un pouvoir d'achat accru et qui peuvent dépenser davantage. Est-ce qu'il ne serait pas plutôt nécessaire que ces industries-là permettent de nourrir l'Africain, je veux dire. Évidemment, parce que ça veut dire que derrière aussi, il faut être en capacité de créer des filières, recréer des filières de développement, par exemple du coton, qui ont été largement annihilées ces dernières années. Pourquoi ? Parce qu'on les a rabotés sous le rabot exigeant, parfois promu par le FMI. Mais ce que je veux dire, la question que je veux poser est fondamentale. Aujourd'hui, les Africains ont faim. Oui. Ils ont besoin d'agriculture industrielle, par exemple, et que ces produits soient transformés et peut-être alors ensuite revendus à l'extérieur. Mais des produits qui servent d'abord aux populations. Je vais vous répondre là-dessus, parce qu'on a analysé la question de l'agriculture. En matière d'agriculture, l'Afrique a besoin de 2 agricultures. Elle a besoin d'une agriculture industrielle qui soit capable de produire pour vendre à l'étranger, mais elle a aussi besoin d'une agriculture vivrière qui nourrisse ses peuples. Exactement. Trop souvent aujourd'hui, un certain nombre de pays africains ne sont plus autosuffisants, alors qu'ils l'étaient il y a quelques années. Donc ça veut dire aussi qu'en matière d'aide à l'agriculture, il faut avoir ce souci partagé de développer 2 catégories d'agriculture. Il faut aussi faire en sorte qu'on cesse la vente de surfaces agricoles à des pays étrangers qui développent sans contrôle des productions, qui ne reviennent même pas en termes de fiscalité dans le budget des États africains. Donc il faut qu'ensemble, on reconstruise un modèle agricole qui réponde aux besoins intérieurs et qui réponde aussi à la nécessité de pouvoir exporter des produits. Oui, mais comment ?
Comment? Très concret. Ben, c'est ce que je vous dis concrètement. Ça veut dire qu'il faut analyser les besoins pays par pays par rapport aux besoins de culture vivrière pour que ces pays soient en capacité, à l'horizon de 2020-2030, de produire concrètement la nourriture nécessaire à leur population. Vous savez, il y a des pays africains notamment, par exemple, qui redéveloppent aujourd'hui des filières d'élevage pour produire davantage de viande pour leur population. Je pense que c'est une démarche qu'il faut, par exemple, que la France, qui a une expertise mondialement reconnue en la matière, accompagne davantage. Monsieur Baumel, je vais poser la question plus simplement. Pour développer l'agriculture massive, il faut des tracteurs, par exemple. Il faut de l'engrais. Les pays africains ne fabriquent ni tracteurs et généralement aucun engrais. Parfois, les semences sont exportées. Comment mettre ça en place? Parce qu'il ne s'agit pas non plus de dire nous allons faire, d'accord, et que derrière, les pays africains restent toujours, entre guillemets, sous la coupe des pays occidentaux. Comment faire des pays africains les choses. Mais regardons, parce qu'il y a des réponses concrètes qui ont déjà été apportées dans un certain nombre de secteurs. Lesquels, par exemple? Vous me parlez d'instant de besoin de tracteurs. Moi, je connais des pays sur le continent africain où on est arrivé aujourd'hui à installer des usines de fabrication, soit d'automobiles, soit de tracteurs, soit de locomotives, parce qu'on a construit un partenariat. En Afrique francophone, on est d'accord. En Afrique francophone et aussi en Afrique du Sud. Je peux vous citer concrètement. Des entreprises françaises? En Afrique francophone, c'est le cas de Renault. Renault qui a installé une usine de fabrication d'un modèle dédié à l'Afrique qui a été installée en Algérie. Moi j'y étais il y a quelques mois, qui est une usine qui va fabriquer un modèle dédié à l'Afrique, donc qui est aujourd'hui créé. Non mais attendez, je vous donne un autre exemple, c'est le modèle économique d'Alstom. Alstom qui a remporté un colossal marché en Afrique du Sud, qui permet aujourd'hui de fabriquer ces locomotives exclusivement en Afrique du Sud, et c'est du transfert de technologie. Donc il y a des réponses concrètes qui sont apportées quand on veut bien les regarder. Je ne crois pas par contre que soit utile au développement de l'agriculture africaine aujourd'hui le don de tracteurs qui va créer une dépendance vis-à-vis de certains pays, parce qu'on sait que derrière il y aura l'approvisionnement par exemple en pièces détachées, et que là finalement on phagocyte complètement toute la filière. Il faut sortir de ces démarches-là. N'est-il pas possible d'installer des usines il n'y aura pas. Comme Renault, comme vous avez installé? Oui, il est possible. Je pense simplement que les Africains ont beaucoup plus besoin qu'on installe des usines de tracteurs dans leur pays que des usines de voitures. De toute façon, il n'y a pas d'infrastructure routière développée en Afrique. Je pense mais sauf que toutes les... Non, il faut être moins pessimiste que ça, pardonnez-moi, vis-à-vis du développement africain, parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'infrastructures routières. Écoutez, quand on a connu l'Afrique il y a 20 ou 30 ans, je peux vous assurer quand même qu'elle était dans un autre état. Aujourd'hui, notamment au Cameroun, les infrastructures routières sont en train aujourd'hui d'être complètement redéployées et sont de grande qualité. Parfois même, certains pays européens les envient, d'ailleurs, quand ils les regardent de près. Non, mais vous savez, il faut quand même reconnaître qu'il y a un certain nombre quand même d'étapes qui ont été franchies, et on est peut-être à la moitié du chemin, mais il y a des étapes franchies, il faut le reconnaître. Et on sait bien, quand on se projette à l'horizon 2030-2050, que le réseau routier et le réseau ferroviaire en Afrique sera considérablement étendu. Il faut répondre à ces besoins qui sont objectifs. Et pour y répondre, il faut trouver des réponses de partenariat, comme elles ont été d'ailleurs nouées, chez les exemples que je vous citais, déjà dans un certain nombre de pays. Vous savez, quand Bolloré réouvre ces jours-ci une ligne qui va aller de Lomé à Abidjan, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a un marché qui le nécessite et parce que cette voie ferrée va aussi irriguer de façon différente toute une partie de l'Afrique qui va créer de nouveaux marchés et qui va créer du coup des flux financiers nouveaux. Qui va développer et stimuler l'économie. Tout à fait. Et je souhaite d'ailleurs que très vite on se préoccupe d'autres voies ferrées dans l'autre partie un peu plus au sud, en quelque sorte, en Afrique centrale. Il y a aujourd'hui des grands chantiers qui sont en attente. Je pense beaucoup à la RDC, je pense aussi au Congo-Brazzaville, qui vient de rénover complètement la voie ferrée entre sa partie maritime et la capitale. Il y a aujourd'hui des structures qui sont en gestation, et je fais le pari que d'ici une dizaine d'années, les structures ferroviaires en Afrique seront complètement étendues et utiles au redéveloppement de ces pays-là. Restons en économie. Les pays africains aujourd'hui ont soif de développement, notamment économique, social, culturel et même éducatif. Mais comment développer
tout cela quand on n'est pas souverain monétairement? Ah, mais alors ça, si on aborde la question de la monnaie, sincèrement, je pense qu'il faut se garder d'exploser le réseau du franc CFA pour avoir des monnaies nationales, hein. Je ne vous le conseille pas. Moi, je suis très fier d'appartenir à un ensemble européen où nous avons une monnaie unique qui nous rend très forts et qui nous protège des aléas des marchés financiers et de cette espèce de surenchère à la hausse ou à la baisse qui se déroule entre les monnaies. Même en France, il y a encore un débat et le Front national souhaite revenir au franc. Qui a ajusté le système ? Je veux bien croire, mais sincèrement, la monnaie commune qu'est le franc CFA protège l'Afrique centrale des marchés financiers qui ont des à-coups considérables et qui font qu'en ricochet, malheureusement, les productions africaines seraient soumises à la concurrence sur les marchés financiers de façon abusive. Donc je ne vous conseille pas sincèrement de vous séparer de cet outil parce que vous allez vous exposer beaucoup. Vous parliez de réajuster la monnaie, le fonctionnement de la monnaie, le CFA. Faudrait préciser. On réajuste, mais comment? Non, ça veut dire parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un débat aujourd'hui que posaient certains acteurs économiques africains qui consistait notamment à poser la question du fonds de dépôt et de garantie, en quelque sorte, qui est aujourd'hui... Il n'y a pas que ça. Peut-être, mais posez-moi la question, j'y répondrai. Mais moi, je vous réponds sur cet aspect du fonds de garantie qui est aujourd'hui géré par la Banque de France. Il faut évidemment que cette gestion soit partagée. Une question concrète. Oui. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, on a un franc CFA qui est censé être le même franc CFA qu'en Afrique centrale, mais les deux ne sont pas interchangeables. Je veux dire qu'aujourd'hui, si un Tchadien va au Bénin avec du CFA, du Tchad, donc de l'Afrique centrale, il ne peut pas le convertir en Afrique de l'Ouest. Moi qui voyage souvent en Afrique, j'ai pu le constater, puisqu'avec les mêmes billets, je ne peux pas faire la même chose. Mais oui, mais ça date de 50 ans déjà. Je veux dire que si aujourd'hui on en reparle et que les partenaires... Mais ça, ce sont des choses qu'il faut savoir faire évoluer rapidement, notamment parce que les flux de pays à pays ont considérablement évolué et qu'aujourd'hui, il y a une perméabilité très forte entre les différents pays africains, quelle que soit leur zone. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir faire évoluer. Mais ça, c'est justement, ça fait partie des ajustements assez simples à réaliser, sur lesquels il faut se fixer des objectifs de temps. Mais sincèrement, encore une fois, moi, je ne suis pas favorable du tout à ce qu'on remette en cause la monnaie unique qui est le franc CFA, parce que je pense qu'au contraire, elle protège les pays en question et elle est un atout sur le plan international parce qu'elle vous donne une monnaie forte. Regardez les pays, malheureusement, qui n'ont pas une monnaie forte, malheureusement, ils sont aussi plongés très facilement dans un certain nombre d'aléas économiques beaucoup plus durs encore. Donc il faut pas parfois créer d'autres problèmes alors qu'il y en a beaucoup à gérer déjà dans la logique du développement. Vous avez un outil fort. Non, je ne crois pas ça. Elle fait partie c'est un instrument, mais aujourd'hui c'est une qualité pour l'Afrique centrale. Je ne crois pas du tout que ce soit un défaut. Je pense qu'au contraire, elle protège la zone. Vous jugez que c'est notre analyse. Vous jugez qu'un investisseur africain de l'Afrique centrale qui souhaite aller investir en Afrique de l'Ouest et qui ne peut pas changer ses devises, ce n'est pas un problème? Non, écoutez, ça, je ne crois pas qu'il ne puisse pas changer ses devises. Je connais un certain nombre d'investisseurs africains. Je peux vous dire que cet obstacle-là, quand même, il ne dure pas longtemps. Hein. Quand ils ont la volonté de le régler, ils le règlent assez rapidement. Il suffit quand même d'ajuster les échanges et on le fait assez simplement. Donc c'est un faux problème. Oui, mais là, vous ne parlez pas de toutes ces jeunes femmes qui quittent l'Afrique centrale parfois pour aller acheter des produits en Afrique de l'Ouest pour revenir revendre. Cette petite économie-là qui fait aussi vivre des familles. Et eux, ils en souffrent. C'est vrai. C'est pour ça que la monnaie est là pour permettre au peuple je suis très ouvert, encore une fois, à ce qu'on ajuste ce dispositif pour qu'on évite ces difficultés-là, et peut-être qu'il y ait d'ailleurs une seule catégorie de francs CFA pour la totalité de la zone, parce que ça serait une façon de renforcer l'unité et de renforcer le poids du franc CFA. Mais sincèrement, je pense que ce n'est pas une difficulté majeure. Hein. Je pense que ça concerne un certain nombre d'acteurs économiques et une partie de la population, mais une petite partie de la population. Mais je pense que sincèrement, les enjeux de développement, ils sont ailleurs. Il faut savoir comment on va préparer cette extraordinaire jeunesse africaine à affronter les défis du XXIe siècle. Et pour ça, dans notre rapport, nous proposons des orientations nouvelles en matière d'éducation, en matière de santé, pour que notamment l'aide qui vient de l'extérieur soit beaucoup plus efficace. Vous parlez d'aide. Est-ce que les Africains aujourd'hui ont encore besoin d'aide? Ils ont peut-être plus besoin de partenariat. Oui, bon, évidemment, mais enfin je constate quand même que malheureusement on meurt toujours en Afrique des mêmes maladies que dans les années 50 ou 60.
Je pense au paludisme. Aujourd'hui, la plupart des pays développés mettent beaucoup d'argent sur le sida. Moi, je suis d'accord avec ça. Il faut évidemment lutter contre la pandémie du sida. Mais quand on regarde de près les statistiques, c'est malheureusement pas de cela dont on meurt le plus en Afrique. On meurt le plus en Afrique aujourd'hui, d'abord du paludisme et ensuite des maladies infectieuses. Et donc, moi, j'aimerais qu'on regarde la réalité, véritablement, des pandémies qui se développent en Afrique et qu'on soit en capacité d'y répondre ensemble. Ça me permet de vous retourner la question de savoir qu'est-ce que la France fait donc. Mais la France, elle dépense beaucoup d'argent. Vous savez, concrètement, on ne les voit pas, on ne voit pas. Il faut regarder de près. Il faut peut-être que nous, on communique mieux aussi, parce qu'on ne sait pas le dire souvent. Et je donne souvent cet exemple. Je suis allé il n'y a pas longtemps en République démocratique du Congo, où la France organise toute une opération, notamment dans les quartiers les plus modestes de Kinshasa, en matière d'eau potable. On organise l'adduction d'eau dans ces quartiers-là. C'est une très belle opération qui touche énormément de population. Et j'ai pu constater malheureusement que sur les châteaux d'eau qui alimentent ce réseau, il n'y a pas le drapeau français, il n'y a pas le logo de la coopération française. Je pense que la France parfois est trop modeste par rapport à l'argent qu'elle engage chaque année. Vous savez, chaque année quand même, c'est pratiquement 7 milliards d'euros qui sont investis sur l'Afrique francophone en général. Donc vous voyez qu'on est là au rendez-vous des moyens à mettre à disposition. Mais il faut peut-être flécher les choses différemment et peut-être aussi savoir dire mieux ce que l'on fait d'utile. Le développement aujourd'hui passe aussi par l'éducation. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de former ses concitoyens, son peuple. D'ailleurs, on sait que d'ici 2030, la population africaine aura encore doublé. Alors, que fait la France en termes d'éducation pour les pays africains francophones? Aujourd'hui, il y a des choses concrètes qui se font, qui sont malheureusement insuffisamment connues. La France accorde beaucoup de bourses à l'étranger. Pas assez nombreuses. C'est un oui, mais bon, on le nombreux, fait. Regardez par contre comment d'autres pays le font bien moins que nous encore. Regardez combien depuis 2 ans, je le sais. Ces pays n'ont pas la même culture. Non, pas toujours. Parfois ils ont la même langue. Parfois ils ont la même langue. Regardez depuis 2 ans, alors que les frontières s'étaient considérablement fermées dans le quinquennat précédent. Regardez combien depuis 2 ans, avec Laurent Fabius, nous avons essayé de réouvrir le nombre de visas étudiants accordés par année. Je le sais, je suis rapporteur du budget. Ça intervient dans le secteur que je gère ici à l'Assemblée nationale en relation avec le budget du Quai d'Orsay dont je suis le rapporteur ici. Je peux vous dire que les efforts sont considérables et ils se chiffrent en dizaines de milliers de plus par an à l'échelle du continent africain. Donc, il y a des choses qui se font, mais il faut trouver de nouveaux vecteurs, il faut être innovant en la matière. Ça veut dire, par exemple, très concrètement, lorsqu'on voit le développement du téléphone portable, il faut être en capacité aujourd'hui de porter un certain nombre d'enseignements à travers ce formidable réseau, parce que c'est un des vecteurs que les jeunes possèdent le plus facilement, qu'il faut savoir utiliser pour en faire un réseau d'accès à la culture et d'accès au savoir, parce qu'il est là, et on s'en sert assez peu en vérité. Donc il faut renforcer ces technologies nouvelles qui sont présentes sur le territoire et qui peuvent être vecteurs de savoir. Donc ça, ce sont nous avons par exemple auditionné, vous trouverez dans le rapport, des propositions concrètes en la matière, notamment de Lionel Zenzou, qui connaît bien aussi l'Afrique, en étant un banquier en même temps, mais justement qui a une vision aussi du développement de ces nouveaux réseaux pour qu'ils soient utiles à la formation des Africains. Donc c'est des choses concrètes qu'il faut savoir faire. Vous ne comptez quand même pas ouvrir une université mobile? Et pourquoi pas? Mais bien sûr que si. C'est des choses qui se font aujourd'hui sur d'autres continents et c'est des choses. Mais regardez comment aujourd'hui. Concrètement, l'accès à Internet en Afrique, surtout dans les pays francophones, est encore assez limité. Et même quand on parle Il explose dans quelques années. Eh bien oui, mais regardez 5 ans en arrière, combien d'Africains avaient un téléphone portable? Mais ça coûte cher, c'est encore pour les privilégiés. Non, oui, d'accord, mais ça se développe de plus en plus, parce que sinon, il y aurait moins de millions d'Africains qui auraient un téléphone portable avec eux aujourd'hui. La 3G, par exemple, n'est arrivée qu'il y a quelques mois. Et oui, mais elle est arrivée. Et je fais mon pari que la 4G arrivera beaucoup plus vite que la 3G. Donc il y a un phénomène aujourd'hui d'emballement sur les nouvelles technologies qu'il faut savoir accompagner parce que ce sera utile à la formation des Africains de demain. La France donc compte recentrer
sa politique d'éducation au On niveau de va l'Afrique pas sur abandonner le réseau des centres culturels français d'apprentissage de la langue. Évidemment qu'il faut renforcer aussi ces outils-là. Mais ce que l'on dit, nous, dans notre rapport, c'est qu'il faut être conscient qu'au XXIe siècle, oui. les moyens d'accès à la culture ne seront pas ceux du XXe ou du XIXe siècle. Et donc, il faut utiliser une nouvelle technologie. Alors, dans le compte rendu de votre mission d'information, de vos sites, vous dites, au Cameroun, le régime politique est bloqué, son président est au pouvoir depuis plus de 30 ans, et il sera probablement à 85 ans candidat à sa succession en 2018. Êtes-vous pour une alternance au Cameroun? Mais moi, je suis surtout pour un fonctionnement démocratique des institutions camerounaises. Vous citez un passage. Il ne faut pas oublier de citer ce que j'ai dit à un autre endroit où nous avons fait le constat de la mise en place d'un véritable système démocratique au Cameroun avec la mise en place d'un système bicaméral, ce qui est peu fréquent en Afrique, avec la mise en place bientôt d'une Cour suprême aussi qui va être en capacité éventuellement d'assurer l'organisation d'élections. Oui, mais quand vous dites que le pays est bloqué parce que le président... Je dis simplement que le constat est patent d'un chef d'État qui est au pouvoir depuis un certain nombre d'années. Il a aujourd'hui... Laissez-moi terminer. Non, je ne veux pas qu'il y ait de confusion là-dessus. Vous savez, j'ai vu la vilaine polémique qui a été nourrie par certains qui veulent altérer la relation entre nos deux pays. Moi, vous savez, je suis un amoureux du Cameroun. Et j'essaie d'être objectif dans ce que je constate dans mon travail de député. Oui. Aujourd'hui, il y a un système tout à fait neuf qui a été mis en place progressivement avec le temps, mais avec aussi une forme de raison au Cameroun qui fait qu'aujourd'hui, il y a une république qui est là devant nous avec les outils de fonctionnement de cette république, avec encore une fois la question est simple. Je vous dis, non, mais j'essaie d'y répondre simplement. Il ne faut pas m'interrompre parce qu'ici on n'y arrivera pas. Donc je dis simplement que il y a un constat qui est un constat de longévité du président dans ses responsabilités. Je constate aussi, je ne peux pas faire autrement que de dire que le président aujourd'hui a l'âge qu'il a. C'est, vous savez, un constat qu'on fait tous vis-à-vis de notre président de temps en temps. La question est simple. Oui. Vous jugez que le peuple camerounais n'est pas assez mûr pour choisir son dirigeant? Dans l'observation que nous avons faite, j'ai constaté, dans ce pays comme dans d'autres d'ailleurs, que souvent, c'est le parti présidentiel qui a le meilleur réseau partout sur le territoire national pour exister, pour faire vivre sa capacité à rayonner, mais pour faire vivre aussi une partie de la vie démocratique. Ce que je constate au Cameroun, c'est aucun des autres partis politiques n'est en capacité de rayonner dans la totalité du pays. Seul le parti du président a cette capacité-là. Quand on veut avoir une démocratie contradictoire, il faut avoir la capacité d'avoir de multiples partis qui interviennent partout. Qui donne cette capacité-là à l'opposition? C'est le peuple qui le donnera ou pas en fonction des choix qu'il fera. Donc, le président Biya est pour vous légitime au pouvoir depuis 30 ans? Il a été élu par les Camerounais, donc je ne vois pas pourquoi, moi, observateur étranger, je me permettrais de dire qu'il est illégitime. Lorsque vous écrivez dans votre compte rendu, vous dites dans votre compte rendu que le pays est bloqué parce que le président de la République est au pouvoir depuis plus de 30 ans et qu'il va probablement se représenter pour un second mandat. Est-ce que ça dérange la France que le président se représente? Je ne sais pas le sujet. Sincèrement, je constate simplement que nous avons un président qui a une stature particulière qu'il a acquise à la fois par l'action qui a été menée et par sa capacité de chef d'État à éviter à son pays un certain nombre de chaos, parce qu'il faut reconnaître les choses, ça a été le cas aussi. Ça n'est pas pour rien qu'un chef d'État se perpétue au pouvoir. C'est qu'à certains moments, il a la capacité aussi de se faire réélire. Donc, il faut regarder les choses qui sont là. Mais ce que je constate, c'est que l'âge avançant, il ne pourra, je lui souhaite longue vie, évidemment, comme on peut le têter évidemment à tout un chacun, mais
Je constate que malheureusement, les potentialités de durabilité, à un moment donné, vont s'étioler. Et il faut regarder cette réalité parce que personne ne veut... Quels sont les risques que vous percevez par rapport à cette longévité? Mais des risques qu'on a connus dans d'autres pays, lorsque Desquels? les chefs d'État bien assis, à un moment donné, pour des raisons médicales, des raisons de santé ou des raisons politiques, ont dû lâcher le pouvoir. Concrètement, la France soutient-elle toujours La le France régime de Yaoundé? soutient la démocratisation. Elle soutient les présidents et les organisations gouvernementales qui sont élus par leur peuple. C'est le cas au Cameroun. Et nous n'avons pas aujourd'hui de volonté d'intervenir en aucune façon dans un processus démocratique. Très bien. Je vais vous poser une question concrète. Oui. Lors de la cérémonie des vœux en janvier dernier à Yaoundé, votre collègue Christine Robuchon n'a pas assisté à la cérémonie des vœux. Oui, parce qu'elle était en France à ce moment-là et qu'elle était en vérité souffrante. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas été là. Ça n'est d'ailleurs expliqué elle-même. Et je crois elle a d'ailleurs rencontré le chef de l'État. Et lorsque moi-même j'ai pu le rencontrer, j'ai constaté qu'il n'y avait pas une ombre sur notre relation parce qu'il avait tout à fait compris cette absence. Très bien. Le Cameroun est aujourd'hui en guerre contre Boko Haram. Oui. La France le soutient-elle véritablement? Oui, la France vis-à-vis de Boko Haram aide le Cameroun. Elle l'aide sur le plan militaire, elle l'aide sur le plan du renseignement, elle l'aide sur la coordination régionale aussi pour répondre de façon ardente en quelque sorte au danger que fait courir Boko Concrètement, Haram. militairement, elle est, le temps nous est imparti. Sur la question du renseignement, ce qui est très Uniquement important. Non, il est aussi sur le plan militaire, je vous dis. Donc je ne vais pas Il détailler. Il n'y a pas de soldats français qui Non, combattent mais sur le terrain. Non, mais vous savez, le renseignement se fait parfois de fort loin et à distance. Quand d'un autre côté, la Russie ou la Chine équipe, parce qu'on sait très bien que Boko Haram détient des armes très lourdes, quand la Chine aujourd'hui et d'autres pays comme la Russie équipent le Cameroun ou souhaitent équiper le Cameroun d'armes lourdes pour permettre de combattre l'ennemi, la France qui est un partenaire historique. Mais la France répond aux demandes qui lui sont faites. Aujourd'hui, le gouvernement camerounais, pour l'instant, n'a pas fait de demande spécifique en termes de matériel vis-à-vis de la France. Nous avons répondu aux sollicitations qui ont été faites vis-à-vis de nous. Je crois que le gouvernement camerounais, probablement avec justesse, a fait des choix de partenariat différents avec les pays qui souhaitaient venir aujourd'hui à l'aide. Eh bien, écoutez, nous sommes à l'écoute. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle édition d'Entretien exclusif.